Messieurs, tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps de venir à cette conférence organisée par Africa 21 pour la finance suisse au service du développement durable de l'Afrique. Elle sera modérée par Rina ici et nos trois panélistes. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour vous rappeler qu'on organise un séminaire d'été le 1er et le 2 septembre sur les dimensions de la sécurité concernant l'agenda 2030. On mettra plus d'informations sur notre site internet. Et également, on est en train de préparer un événement avec la Chambre du commerce qui sera dédié au secteur privé suisse et l'Afrique. Et ça aussi, on mettra plus d'informations sur notre site internet. Donc la conférence elle va durer environ 1h30. Et puis, je vais laisser la parole à ma collègue. Bonsoir, je vous souhaite également la bienvenue et merci aux différentes intervenantes ici présentes ainsi que votre participation aujourd'hui. Je m'appelle Rina Turteo et je suis déléguée au programme scientifique, c'est Africa 21. Et le thème qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est la finance suisse au service du développement durable. Et c'est nécessité de financement accru pour la réalisation des objectifs de développement durable est considérable. Et le financement public seul ne peut pas répondre à ces besoins. Et la question sur laquelle on s'intéresse aujourd'hui est comment le secteur privé pourrait participer davantage au financement des ODD. Et la clé pour répondre à ces questions, c'est l'information. Il faut savoir quels objectifs manquent de financement et ce qui peuvent être plus efficacement financés par les fonds publics. Par exemple, les objectifs sur infrastructure, énergie, l'agriculture peuvent être plus facilement financés par le secteur privé. Pour financer des ODD, il est important de prendre des mesures efficaces contre l'évasion fiscale et le flux de financiers illicites également. Cela on peut faire en renforçant les capacités des autorités locales et en imposant des exigences de transparence et suivi pour les entreprises multinationales. Le renforcement de la bonne gouvernance et des institutions étatiques pourrait aussi engager les investisseurs privés sur les ODD en réduisant les obstacles à l'entrée et en améliorant des ratios de risque-rendement. Mais le facteur le plus important, c'est la demande. Et en particulier, c'est la jeune génération des investisseurs qui intéresse davantage d'investissements durables. Ça veut dire le financement qui prend en considération les critères environnementaux et sociaux pour avoir un impact positif sur la société. Et la Suisse et Genève en particulier a beaucoup de potentiel pour devenir le principal acteur en cette matière grâce au caractère transfrontalier de ces marches financières et l'expertise internationale sur ce sujet. La stratégie économique 2030 du canton de Genève vise à positionner Genève comme un carrefour mondial de la finance durable. Et en effet, les investissements durables en Suisse sont en forte augmentation, mais le financement pour la réalisation des ODD en Afrique n'a pas augmenté autant. Par conséquent, l'objectif de ces conférences est de faire connaître les acteurs et les initiatives suisses ou genevois investissant sur le développement durable en Afrique et aussi identifier les actions et les façons pour augmenter le volume des investissements et engager davantage des acteurs privés dans le financement du développement durable. Mais ce n'est pas moi qui va développer le sujet. Je vais laisser la parole aux intervenantes ici présentes qui sont experts sur ce sujet. On est tous impatients, moi y compris, de les écouter. La première intervenante vient de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
Madame Maëlle Masri est juriste en formation, diplômée de l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne. Madame Masri a rejoint la division des investissements et l'entreprise de UNCED en 2014. Elle est spécialisée en politique des investissements. Elle a travaillé avec de nombreux pays africains et du Moyen-Orient, notamment dans le cadre de la politique d'investissement et le renforcement des capacités. El Masri va nous parler des besoins en investissement privé pour la réalisation des ODD, avec des exemplaires de politiques qui peuvent être mises en œuvre par les pays pour attirer l'investissement privé vers les secteurs ODD. Le deuxième intervenante, Madame Petra Seyer, elle travaille sur la symbiotique comme gestionnaire de portefeuille. Depuis 2015, elle est responsable de Regional Investment Fund for Sub-Saharan Africa, un partenariat avec plus que 10 institutions de financement du développement. Elle a un master en relations internationales de l'Institut de hautes études internationales et du développement. Sa présentation donne un aperçu de l'état de microfinance en Suisse et le financement pour le projet en Afrique. Elle élabore ce sujet en parlant sur un projet spécifique géré par la symbiotique. Et finalement, notre troisième intervenante, M. Alexis Douan, il est ingénieur diplômé de l'EPFL et aussi titulaire d'un master dans le commerce international des matières premières. Après avoir travaillé comme trader et research analyst, c'est plusieurs entreprises à Genève et Amsterdam, M. Douan a décidé de s'investir en Afrique avec une création d'une coopérative. Sa coopérative intègre la production de cacao bio aux arbres forestiers, fruitiers et bananiers, tout en respectant des principes agroforestiers. Son intervention portera sur le défi lié au financement suisse pour une coopérative au Cameroun et la piste prise pour le surpasser. Et un petit mot concernant le déroulement de la conférence. Chaque intervenante prend la parole pendant environ 22 minutes. Je vous invite à poser des questions à nos intervenantes. Je demanderai seulement attendre que le dernier intervenant a terminé sa présentation. Alors, Madame El Masri, je vous laisse commencer à prendre les paroles. Ouais. Bonsoir mesdames et messieurs, je ne sais pas si tout le monde m'entend ou s'il faudrait que j'aille au micro. C'est bon? Parfait. Donc, alors, tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation et avant d'entrer dans le cœur de ma présentation, je me permets de vous présenter ou de vous rappeler le rôle de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement que je représente ce soir. Alors, nous, évidemment, on se situe du côté des États, donc de l'établissement des politiques avant que les investisseurs privés n'arrivent. Donc la CNUSED a été créée en 1964, elle est le point de convergence au sein du secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, donc de l'ONU, dans le cadre de son mandat pour le commerce et le développement.
Donc à ce titre, la CNUSED accompagne les 194 États membres à relever les défis économiques et sociaux auxquels ils sont confrontés et à s'engager sur la voie du développement durable. Alors, 3 axes de travail principaux, l'analyse et la recherche sur les politiques. On offre également un cadre pour les délibérations intergouvernementales et l'échange de bonnes pratiques et d'expériences en matière de politique. Et enfin, nous fournissons de la coopération technique par des activités d'assistance technique, des séminaires, des ateliers de formation et de renforcement des capacités. Alors, pour ma part, je fais partie de la division des investissements et des entreprises qui élabore des analyses en fait, sur les investissements étrangers directs particulièrement et travaille à partir de ces analyses-là avec les pays membres pour élaborer des politiques en matière d'investissement. Je pense que vous avez vu à l'entrée, alors ça ce n'est que le résumé de notre rapport sur l'investissement dans le monde, qui est notre rapport principal qui sort chaque année et qui contient toutes les données essentielles sur les investissements étrangers directs et les tendances en matière de politique à la fois nationale et internationale. Alors, en septembre 2015, et je pense que ça n'a échappé à personne, les pays membres des Nations Unies ont adopté un nouvel agenda international de développement avec l'adoption des 17 objectifs de développement durable. Chacun de ces objectifs est en pratique décliné en 169 cibles qui sont à atteindre d'ici 2030. Il y a une différence fondamentale entre les objectifs de développement durable qui ont été adoptés en 2015 et ce qu'on avait avant, les objectifs pour le millénaire, pour le développement. Il y a une participation du secteur privé qui est reconnue. Alors l'objectif principal qui a trait avec celui-là, c'est le 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Ceci étant dit, on peut regarder aussi tous les objectifs contiennent une participation du secteur privé, notamment le 8, travail décent et croissance économique, ou encore le 9, industrie, innovation et infrastructure. Alors, les ressources publiques, qu'il s'agisse d'investissements publics, donc de la part des États directement, ou d'aide au développement, ne sont pas suffisants pour financer la réalisation des objectifs de développement durable. Donc, le rapport sur l'investissement dans le monde en 2014 avait, avant l'adoption des ODD, fait une estimation du montant global des investissements qui devaient être mis en place pour pouvoir financer l'accomplissement des objectifs de développement durable. Et on en arrive à un montant qui est extrêmement important, entre 3 300 et 4 500 milliards de dollars par an. Donc, parmi les secteurs qui sont liés aux objectifs de développement durable, il y en a de nombreux, encore une fois, où le secteur privé peut trouver un intérêt et à la fois où les États ont un besoin crucial de financement, les infrastructures de base, notamment électriques, l'eau, etc., la sécurité alimentaire, l'atténuation et très probablement, malheureusement, à long terme, l'adaptation au changement climatique et enfin la santé et l'éducation. Alors, face à ces besoins en investissement qui sont considérables, comment se comporte l'investissement privé aujourd'hui? Et en particulier, nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'investissement étranger direct. Alors, l'investissement étranger direct, comme vous pouvez le voir sur le graphe qui est derrière moi, il est en augmentation, malgré des variations qui sont par exemple dues à la crise économique et financière, mais de façon générale, il est en augmentation. En 2015, il a connu une augmentation marquée, plus 38%, et il a baissé de 2% en 2016. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, c'est une baisse qui est globalement très légère, même si les disparités entre régions sont assez importantes. En ce qui concerne notre sujet plus particulièrement en Afrique, les IED augmentent. Donc on a une tendance linéaire qui est en augmentation. Simplement, alors ici, il faut bien comprendre que le graphe, on prend les pays producteurs de pétrole, les pays non producteurs de pétrole, donc on a quand même, le graphique est à relativiser dans sa courbe, on va dire. Toujours est-il que les IED ont baissé de 3% l'année dernière et ils se caractérisent par une volatilité qui est importante dans le continent africain. Alors, malgré cette augmentation globale, l'investissement privé dans les secteurs des objectifs de développement durable est encore faible.
Donc en 2014, en préparation de l'adoption des objectifs de développement durable, la CNUSED avait dans son rapport sur l'investissement dans le monde, et d'ailleurs le graphique, vous pouvez également le trouver dans le document de présentation de la conférence qui vous a été fourni par Africa 21, avait estimé que les pays en développement feraient face à un déficit en investissement de 2500 milliards de dollars. Et ça, c'est si le taux d'investissement, même si le taux d'investissement actuel se poursuivait à la même croissance, on aurait quand même un déficit de 1600 milliards de dollars, sachant que déjà, rien qu'entre l'année dernière et cette année, on a vu une baisse de 2%. Et donc, ces estimations sont bien sûr caractérisées par de l'incertitude, ce ne sont pas des chiffres absolus, mais tout de même, ils pointent vers des besoins en investissement qui sont beaucoup plus importants pour les pays moins avancés, dont 34 sur 48 se trouvent en Afrique, et les pays les plus vulnérables. Alors, au niveau de la CNUSED, donc, il s'agit de mettre en place des stratégies pour permettre aux pays d'attirer et d'orienter, donc d'attirer dans un premier temps et ensuite d'orienter spécifiquement les investissements privés vers les secteurs clés des objectifs de développement durable. Alors, toujours dans le même rapport sur l'investissement dans le monde en 2014, un cadre stratégique a été mis en place pour accompagner les pays. Alors, ici, je précise bien que je vais me concentrer sur une partie de ces politiques-là et n'hésitez pas à me poser des questions par la suite si vous souhaitez avoir plus d'informations sur d'autres aspects, que ce soit sectoriels ou plus spécifiques en termes de politique, par exemple, comme a évoqué Rina, en termes de fiscalité, etc. Donc là, je me concentre sur le rôle des agences de promotion des investissements. Pourquoi? Parce qu'ils sont le premier interlocuteur qu'en tant qu'investissement étranger, vous, normalement, rencontrez dans un pays dans lequel vous voulez vous installer. Parfois, même s'ils en ont la capacité, ce sont eux qui vous ont abordé au départ. Donc, nous, en tant que CNUSED, nous mettons en place des programmes d'accompagnement et d'assistance technique pour renforcer les capacités de ces pays-là à être prêts à accueillir des investissements et surtout à savoir comment les orienter vers, en fonction des objectifs de développement national et bien sûr des objectifs de développement durable. Alors, le cadre qui a été défini comprend 4 cases, basiquement. Le premier, c'est la direction. Donc, pour un pays, dans un premier temps, il s'agit de fixer quelles sont ses priorités et de mettre en place un cadre juridique. Un cadre juridique, ça va toujours être fondamental. Et quand je parle de cadre juridique, ça va être non seulement dans l'adoption des lois, mais aussi dans leur mise en œuvre, qui est une étape essentielle pour rassurer un investisseur. Ce sera beaucoup plus important pour une entreprise de taille moyenne, par exemple, ou une PME, que pour une multinationale qui aura plus de capacité de négociation avec un État. Alors l'idée générale, c'est de répondre à la question quel type d'investissements vont correspondre aux besoins en matière d'objectifs de développement durable. Donc, le deuxième élément, c'est après avoir déterminé quelles sont les priorités, c'est déterminer comment mobiliser. Alors, pour beaucoup de pays, il s'agit de cibler les secteurs visés par les ODD, mais aussi de préparer des projets en amont qui sont à la fois finançables et à la fois financièrement viables pour un investisseur privé. Donc, encore une fois, dans ce cadre-là, une agence de promotion des investissements reste essentielle. Par contre, ça demande beaucoup d'efforts puisqu'il faut assurer les ressources humaines et financières pour recruter des compétences spécialisées, surtout quand on va rentrer sur des matières sectorielles, par exemple, comme les mines ou comme l'agriculture, qui vont demander une certaine expertise. Ensuite, il s'agit d'orienter les investissements, et là, c'est un des éléments clés pour les investisseurs. À chaque fois, ce sont les incitations. Donc, à l'heure actuelle, beaucoup de pays offrent des incitations en fonction de critères qui sont géographiques. Et souvent, par exemple, à une échelle régionale, on va commencer à avoir une espèce de course par le bas, notamment d'incitation fiscale. L'idée, c'est de transformer ces incitations pour les baser sur les secteurs plutôt que sur simplement le fait qu'un investisseur pénètre un marché. Et enfin, pour permettre l'impact, là encore une fois, c'est encore une fois lié aux incitations, on va essayer de voir concrètement comment mesurer. Donc là, pour le pays, il s'agira de mettre en place des indicateurs d'impact et donc d'adapter ce qu'on peut appeler ces exigences de performance par rapport aux investisseurs en fonction des impacts qui sont désirés. Donc là, il peut s'agir de liens interentreprises pour le développement du secteur privé local,
d'emploi, de critères d'emploi local, de transfert de technologie, etc. Tout ça en fonction des capacités d'absorption du pays d'accueil qui doivent à la fois être prises en compte au début et ensuite renforcées pour pouvoir mieux contribuer et pour que les investissements puissent avoir plus d'impact. Alors, deux exemples juste pour présenter, pour illustrer. Par exemple, si on prend le cas des infrastructures ou des investissements qui sont alors, respectueux de l'environnement, en anglais c'est beaucoup plus, disons que ça j'allais dire sound better, mais ça ne règle pas le problème. Donc voilà, on va prendre l'expression comme elle est. Donc par exemple, on va avoir un projet d'infrastructure. Si un pays a une loi sur les PPP et qu'il est capable en même temps d'avoir des personnes qui sont compétentes et qui sont capables de négocier ce partenariat public-privé de manière saine, les deux parties en sortiront gagnantes au final. Ça évite d'avoir des mauvaises surprises à la fois pour l'investisseur privé et pour l'État à la fin. Ensuite, par exemple, en termes de mobilisation, c'est encore une fois former les compétences. Si vous souhaitez, par exemple, attirer le secteur aéronautique et que personne ne comprend l'aéronautique au sein de votre, disons, secteur public, ça va être assez compliqué de demander exactement et d'orienter ce que vous voulez. Ensuite, l'orientation, comme je viens d'évoquer, toujours développement du secteur privé local, création d'emplois, etc. Les liens interentreprises, notamment dans de nombreux secteurs, c'est quelque chose qui peut être favorable à la fois pour le secteur privé et à la fois pour l'État. Et enfin, l'impact. Donc, adapter toujours les incitations qu'on va fournir à un pays et les subventions qui vont pouvoir lui être offertes en fonction des priorités de développement national pour à la fois préserver l'intérêt du pays et également ne pas créer de fausses espérances chez un investisseur qui se retrouverait à la fin potentiellement privé de ce à quoi il s'attendait ou qui aurait du mal à faire exécuter en fait les termes des incitations sur lesquelles il s'était basé à la base. Alors, tout ça, c'est une présentation qui est assez succincte, mais si vous avez des questions qui sont plus précises, comme je disais au début, notamment sur certains secteurs en particulier, je vous invite à me les poser à la fin des présentations, je serai ravie d'y répondre. Certains d'entre vous ont pu avoir les extraits de notre rapport, donc si vous avez moindre question, je suis là pour répondre et merci pour votre attention. On va continuer avec Madame Seyer. Oui, on change de place. Oui. Oui. On change. So I'm going to switch to English. I hope that's fine for everyone. The title is actually the only thing that will be in French in my presentation tonight. Is that okay for everyone? Okay, great. So we heard it before, achieving the Sustainable Development Goals is going to be expensive, and we cannot expect to get there with public funding alone. So we do need private investors to cover for this huge funding gap. And one such sector that has attracted a lot of private sector interest, private investor interest, is microfinance. Microfinance is the provision of access to capital and financial services in low-income economies. So this will be my topic for tonight, and I hope that it will give some lessons learned for maybe other types of investments. Geneva is quite an interesting place, as it was actually here in the late 1990s that the idea was born to create the first commercial microfinance investment funds, so that microfinance could actually be an investable asset class and not simply, let's say, simply a grant, but actually an investment. And it was thanks to an innovative partnership at the time between UNCTAD and the private banking sector here. And at the beginning, late 90s, beginning of 2000, the first such funds were created here in Geneva. The presence of the UN has further given a momentum to this concept of microfinance as an asset class, as in 2005 it announced the International Year of Microcredit. And you might remember with the Nobel Prize for Mohamed Yunus, it got quite a lot of publicity at the time.
Today, in Geneva and Zurich together host the largest specialist fund management firms, with almost 30% of all assets invested in microfinance managed in Switzerland. So it's the first country worldwide for this type of investment. So global total investments in microfinance today through microfinance funds are estimated at 11.6 billion. So compared, of course, to the funding gap, that's a drop on the hot stone, of which close to 4 billion are managed in Switzerland. So who provides the capital? It's 75% from private sources, 50% private institutional investors, so banks, pension funds, insurance companies, 25% retail investors and high net worth individuals, and 25% from the public sector. So with public sector in microfinance, we mean development finance institutions, development banks, who have played an extremely important catalytic role, especially in the early days of the sector. And we will also see how the cooperation between public and private sectors could look like in the future. Now, of all this capital, how much actually goes to Sub-Saharan Africa? And we can see that in 2010, despite the industry already having about 10 years of track records, Sub-Saharan Africa was still a relatively minor investment region because of the risks that you are all aware of. Over the last couple of years, we really did see a change with increasing allocation to the region. And today we estimate that between 10 and 20% of investment portfolios in microfinance are allocated to Sub-Saharan Africa. For Switzerland, this would mean around $600 million US. What is the story that makes Sub-Saharan Africa interesting for investment? And here I speak also out of personal excitement. The first one is a developmental argument. Africa is the region with the highest rate of financial exclusion, so the lowest rate of people having access to financial services such as a bank account. And the UN considers access to financial services as one of the key targets to reach the first SDG, so ending poverty. That's debatable, but it has been included. And the second element is purely economic, and since we're investors, we cannot ignore that dimension. The potential of the region as a whole, so I really simplify, is tremendous. So GDP growth rates have been between 5 and 6% over the last couple of years. That's nowhere where Europe or some of the developed economies are today. A young population, urbanization, a growing middle class, a richness in natural resources, and very interesting for financial services, a leapfrogging effect when it comes to the adoption of new technologies, especially mobile technology. And we see some very exciting opportunities emerge for impact investors in this space. So a couple of words about Symbiotics. I don't know how familiar you are with this sector. Symbiotics was founded in 2004 in Geneva, so in the wake of this big momentum. Today it has offices in Cape Town, Geneva, London, Mexico City, Singapore and Zurich with a staff of over 100 professionals. The team in Cape Town is responsible for sourcing the investments in Africa. So we are in daily contact with our team there. Symbiotics is regulated by the Swiss Financial Markets Authority, FINMA, and it offers investment advisory, asset management and capacity building services related to microfinance investments. So you can see here some of my colleagues that are on due diligence trips at our partner investee companies. So this is also a good lesson. Symbiotics' portfolio has grown steadily over the past years, so it remains an interesting asset class for particularly private investors. And it makes clear that this is a trend that we expect to continue. Today, we manage and advise a portfolio of over 2 billion across 25 different investment funds. I wasn't sure how the composition of the audience would be, so I just simply want to go through the value chain. It might be a bit abstract of how a microfinance investment fund works. On top, you have the investors, again 75% private, 25% public,
that can invest in a microfinance investment fund, what we call an MIV, microfinance investment vehicle. And they have specific strategies, either they are global or regional, general microfinance or thematic, such as education, energy, or climate. To serve these funds with investment opportunities, Symbiotics, through its team of analysts, identifies domestic financial institutions. So that's really the link between the investor and the end client, the borrower, in the economies where we invest in. And these domestic financial institutions, they focus on providing services to micro, small, and medium enterprises. So what do we mean by micro enterprises? These are usually either individuals or very small companies of up to 5 people. And with medium-sized enterprises, or so-called SMEs, what we call the missing middle of an economy, we mean enterprises between 5 to 250 people. So these institutions target this specific segment. Just for those of you who would like to have some comparisons, some context, the institutions that we finance usually have a balance sheet between 10 million total assets and 100 million total assets. Then how does it flow to the end borrower? As an example, one of our microfinance funds provides a 1 million loan with a maturity of 24 months to an institution in Nigeria, in local currency Naira, and hedges itself with a specialized provider. This institution in Nigeria will use this debt investment obtained from the fund to further extend credit to its own borrowers. And these borrowers will have on average a loan size in Africa of $650. So this is really the value chain. The micro entrepreneur will generate revenues through small entrepreneurial activity, usually trading, and repay the loan to the microfinance bank over time. And the microfinance bank itself will repay the loan to the fund at the end of the 24-month period with regular interest payments. And that's the whole story. If we look at the geographical coverage of Symbiotics, today Sub-Saharan Africa represents 20% of our portfolio. So it is an important region. And the slide that I'm particularly excited to show you is the development of the region more recently. So Sub-Saharan Africa has actually been at 3rd place of all originations, so all deals we did last year, over $100 million. And we also see more and more different impact themes emerging. So it is a very dynamic region. Microfinance, as an example, we did an investment with a small startup microfinance institution in Sierra Leone that has never obtained international funding before. An example for an SME finance transaction, we did an investment in a commercial bank in Ivory Coast in order to finance the expansion of this bank's lending to the small and medium enterprise sector, the so-called missing middle. We did an investment with a housing company in Kenya. We did an investment with a company in Namibia which provides education loans to adults, so for tertiary studies. And we also did an investment with companies in East Africa that sell home solar systems based on innovative mobile technology. Also a story you might have heard about in the news. So bottom line, Sub-Saharan Africa is exciting and very fast moving for impact investors. Now, to make it a little bit more concrete, I'm going to speak about one specific fund that we manage, which is called the Regional Micro, Small and Medium-Sized Enterprises Investment Fund for Sub-Saharan Africa. This fund is a partnership of over 10 development finance institutions. You see their logos here. This is the Spanish Development Bank, French Development Bank, Belgian, European Investment Bank, the Dutch, the Germans, the Norwegians, and the Austrians, and Symbiotics. And this fund was incepted in 2010, and at the time, you might remember from the earlier slides, there wasn't that much capital flowing yet to the microfinance sector in Africa. And the idea of these DFIs was really to bundle resources in one structure to create more efficiency. And it did so in a very interesting structure, which we call blended finance. That's really a common concept in development finance. What we mean by blended finance is that there are different tranches in a structure. Here you see C shares, B shares, A shares, and notes. And usually there's a tranche, in this case the C shares, that absorb
losses. In the case of this fund, the first loss, it's a first loss tranche, taking any defaults, any loan defaults, as well as any currency-related losses. And the fact that this first C-share tranche does that increases the return profile of the upper layers, and it also reduces the volatility of these upper layers. So we have solved one of the issues of investing in Africa, which is the risk-return problem. It's very exciting. So how does the portfolio look like today? The portfolio is at 114.5 million. We originated over 290 million since inception of the fund. The average deal size is $1.2 million US, work across 20 countries today, over 50 financial institutions. We estimate that we reach around 200,000 end borrowers last year, who on average received a $650 US loan. The top country exposures are usually, I would say, for an Africa portfolio, it's quite usually the case. Kenya and Nigeria on top spot. So you see here also Zambia, where we had some good opportunities. Now, just to illustrate you how challenging it still is to invest in this region, both Kenya and Nigeria are markets that have experienced and do experience challenges at the moment. Nigeria, you will be familiar with it. The drop in commodity prices, especially oil, has hit the economy hard. Foreign exchange controls have been put in place, which has scared foreign investors, and has also cost us a lot of repayment defaults. And despite, with the currency, the Naira losing 60% of its value in a short period of time, and despite some signs of turnaround now, investors have definitely slowed down. Second story, Kenya, also a market with huge potential. We saw a corporate governance crisis in the banking sector last year, a drought, upcoming elections beginning of August. All those are signs that usually slow investors down. So what do we need? We need long-term investors, investors that really stay there for a couple of years and go through the cycle. How do we measure social impact? So it's not only about the financials, of course, but we are impact investors. And for every investment that we do also produce on one hand a credit risk assessment, but also a social rating. And this social rating is meant to assess how well an institution, a domestic financial institution, has institutionalized social performance. So it's really the partner that we look at. It's the likelihood that this institution will have a positive social impact locally. It's very important to be aware of the limitations of this, because we are not able to measure the progress of the individual client, to really assert that our credit has lifted a client out of poverty. That's not a claim we can make. So what we do is we rate the institution, basically. The dimensions we look at, those are 7 dimensions, and we have 100 indicators. Our analysts rate an institution at least annually. By social governance, we mean the process by which a board of directors and the management team guide an institution in fulfilling its social mission and incorporate also the shareholders' values. So here you see already an extremely important topic. The second element, labor climate, so human resources policy, staff turnover, and other elements. Client protection, or first financial inclusion. So this really looks at what efforts a domestic financial institution is undertaking to reach excluded segments of the population. Client protection, this is an extremely important concept in microfinance. As you know, we do not want clients to become more vulnerable because of a credit, but to be strengthened. And there are several initiatives in this area, such as the Social Performance Task Force, SPI4, that all develop a series of metrics. The client protection principles are that an institution needs to have an appropriate product design, so it needs to be appropriate for the clients it serves. Prevention of over-indebtedness, so not lead to more indebtedness. Transparency in its pricing, responsible pricing of its products, fair and respectful treatment of clients, and privacy of client data, and finally a mechanism for complaint resolution. It does sound obvious, but it's actually not, unfortunately not as obvious as we might think.
The second element that we look at is outreach, so which are actually the clients that are reached through our investment. And this is a yearly assessment. It's really about understanding the client's profile. And we see here different dimensions and client location. For this fund, it's more an urban clientele and client gender. For this fund as well, it's more women. That is typically the case in microfinance. And client activity, it's usually trading, so usually producing goods, selling goods on a local market. And finally, lending methodology, it's mostly individual by now. So microfinance really grew out of the group lending, collective liability method, but it has there has been a shift over the last couple of years. And finally, my last slide, another aspect where I think that the public sector can play a crucial role, it's so-called technical assistance. So this fund is complemented with a technical assistance facility which provides consulting services to institutions. So it's not an investment, it's grant funded, it won't be repaid, but the outcomes will be measured over time. So this technical assistance facility has approved over 100 projects for the investees of the fund, has approved close to 7 million in euros, covered 20 countries. Average project size is around $60,000 US, and usually the investees are asked to share a part of the cost to ensure their buy-in, so that it's not simply a top-down, but that really the project is developed in cooperation. And the areas of intervention are in governance, risk management, credit products, a series of really critical items for their business development. You see the donors below. You also see RegMIFA, which is the name of the investment fund. So a portion of the profits that the fund generates flow back into this technical assistance facility, which I also think is quite an interesting concept. So takeaway from this presentation, there is a large potential in sub-Saharan Africa. There are risks and innovative solutions whereby the public and the private sector join forces, I believe, have a lot of potential. The first concept I showed you was blended finance, so really a structured fund where the riskier tranches are absorbed by the public sector, and technical assistance whereby the public sector provides capacity building that also in turn benefits the investments from private investors. So, merci Petra. On va terminer avec la présentation de M. Touan qui traite du financement des coopératives. Okay, we'll switch in French again. Sorry about that. Donc moi, je vais vous parler d'une coopérative qui est basée au Cameroun et qui recherche du financement en Suisse. Donc je vais vous parler d'abord de la coopérative, ensuite je vais vous parler du processus de recherche de financement et d'une des solutions qui a été trouvée actuellement. Donc Procabiol, c'est une coopérative qui est basée au Cameroun, qui regroupe des producteurs de cacao bio, qui détient plus de 500 hectares de terrain au Cameroun. Et l'équipe de Procabiol est composée de moi pour le commerce, parce qu'on sait que l'Afrique, même si elle produit 70% du cacao mondial, c'est pas en Afrique qu'on consomme plus de chocolat. Donc dans l'équipe, il y a quelqu'un qui s'occupe de la vente, du commerce, du trading, pour le vendre à l'étranger, c'est moi. Et puis dans l'équipe aussi, il y a plusieurs ingénieurs agronomes, spécialistes du cacao, spécialistes de l'élevage, parce que vous verrez dans la suite, en fait, on fait de l'agroforesterie et c'est un système intégré. Donc on a besoin de plusieurs domaines de compétences. Alors les domaines d'intervention, naturellement, c'est l'agriculture, qu'on produit entre autres du cacao. C'est le développement rural. Pourquoi le développement rural? Parce que les terrains se trouvent
en zone rurale. C'est pour éviter l'exode rural, tout au moins essayer de la réduire. Et la préservation des sols, pourquoi? Parce qu'en fait, on fait de l'agriculture bio en appliquant les principes d'agroforesterie. Donc, qui dit agroforesterie dit on a une certaine quantité de biomasse qu'on retrouve dans le sol. Sécurité alimentaire, pourquoi on parle de sécurité alimentaire? Parce que Procabiol ne se contente pas juste de produire du cacao pour l'exporter à l'extérieur. Donc aussi, en plus du cacao, on produit des fruits. Et en plus des fruits, on est aussi impliqué dans les cultures vivrières. Parce qu'on ne voulait pas que produire du cacao pour l'exporter. Si on prend 500 hectares et qu'on ne produise que du cacao pour l'envoyer en Europe ou aux États-Unis, pour l'Afrique, ce serait pas... C'est un peu non-sens. Et vu que c'est un système intégré, on a la possibilité dans ce système de produire du biogaz. Du biogaz ou utiliser du bois pour produire de l'énergie aussi, grâce au gazéfieur. Et puis pourquoi je parle de finances rurales? Parce que vu que ce sont les cultures pérennes, on est capable de quantifier les revenus dans le long terme et puis ainsi créer un fonds d'aide sociale pour pouvoir assister les gens. Et on ne se limite pas juste à la production, on va jusqu'à la commercialisation des produits. Ok, c'est ça un peu les domaines d'intervention. Donc la philosophie, je l'ai résumée dans ce graphique. Donc on produit, on est impliqué dans la production. J'ai appelé cash crops parce qu'on va produire du cacao, ce sont des cash crops. On est aussi dans les food crops parce qu'on va produire de l'igname, du macabo, du manioc, ainsi de suite, pour le marché local, pour quand même assurer de l'alimentation à l'intérieur du pays. On est aussi impliqué dans l'élevage, pourquoi? Parce qu'on produit nous-mêmes nos propres engrais bio, sur place, sur le site. En tout cas, c'est ça le but. Et pour le faire, on a besoin, dans le même site, d'avoir des mini-industries pour pouvoir transformer. Et puis à la fin, on va commercialiser ce produit. On a aussi la chance, tout près de notre site, il y a l'école d'Afrique centrale pour l'agriculture. Donc on sera aussi impliqué dans la formation des jeunes qui pourront venir faire des stages et puis aussi être tout près de l'innovation. Donc c'est un peu ça la philosophie de Procabiol. Dans les activités prévues, c'est ce que j'ai essayé j'en ai parlé avant, c'est du cacao bio, typiquement bio, donc zéro pesticides, zéro insecticide. Je dis avant, je parlais des agrumes, donc on ne va pas que produire du cacao, parce que la chance qu'on a, c'est que le cacao, c'est un fruit, je ne dirais pas un fruit, c'est un arbre qui a besoin d'ombrage. Un cacaoyer a besoin d'ombrage. Donc, qui dit cacaoyer a besoin d'ombrage, dit on peut associer des arbres qui sont un peu plus grands. Et c'est pourquoi on peut se permettre d'associer des agrumes qui ont une canopée plus grande et qui sont plus grands que les cacaoyers. On peut associer des avocatiers, des safotiers. Et ces produits-là sont utiles localement. Ces produits-là ne sont pas faits pour l'exportation, c'est pour le marché local. Et ça nous permet en même temps de diversifier le risque marché au niveau mondial. C'est-à-dire, plus c'est diversifié, si on sait que actuellement, je pense que vous êtes au courant, les prix ne sont pas très intéressants, par exemple le cacao. Si vous avez une production d'avocats, d'agrumes, localement, vous pouvez le vendre facilement. Donc c'est un peu ça la philosophie. Après, j'ai parlé un peu du NEM. Du NEM, c'est pour pouvoir produire des insecticides bio, localement. Et j'ai parlé des cultures vivrières parce que dans le projet, il y a des femmes qui s'occupent que des cultures vivrières, qui s'occupent de planter du macabo, de l'igname. Donc ça, c'est un projet pour les femmes. J'ai parlé aussi d'élevage parce qu'on a besoin de produire des engrais bio sur place. Et le but, à long terme, de la coopérative, c'est de pouvoir intégrer un maximum de jeunes. Donc créer de l'emploi. Donc les bénéficiaires du projet, ce que je viens de dire, c'est les membres de la coopérative. Ils pourront regrouper en fait leur production pour pouvoir avoir les meilleurs prix, pour améliorer aussi la qualité. Les jeunes, on essaie d'intégrer un maximum de jeunes volontaires qui deviendront dans l'avenir membres, les ménages, les femmes, et puis ainsi produire assez de nourriture dans la région et puis dans la sous-région. Bon, projet futur, ça ce sont les projets à long terme. À long terme, on aimerait pouvoir produire, parce qu'en Afrique, on importe aussi beaucoup d'engrais chimiques. À notre niveau, on aimerait en produire pas mal pour pouvoir lutter, entre guillemets, contre cette importation. On aimerait être indépendant au niveau des insecticides bio aussi, et puis dans l'avenir, pouvoir produire des plastiques bio, ce qui est faisable de nos jours en Afrique. Et puis plus tard, au lieu d'exporter chaque fois des fèves de cacao, pouvoir transformer sur place les fèves en beurre et en poudre. Et puis j'ai parlé aussi des savons, des crèmes. Donc ça, ce sont les projets futurs. On m'a dit qu'il ne faut pas trop rester dans l'agriculture.
Donc c'est juste ça, c'est ça la philosophie un peu de Procabiol, de la coopérative. Donc vraiment, avoir un système intégré à long terme, pas se limiter au raw material, c'est-à-dire à la matière première, pouvoir transformer pour ajouter de la valeur au produit. Alors maintenant, on va passer à la partie qui est un peu délicate. C'est vrai que je parle après Symbiotics. Je pense que ce n'est pas aussi facile de trouver du financement. Même si un projet il est viable, il est économiquement parlant, il est rentable, ou bien il pourrait être rentable. Donc, en tout cas, de par mon expérience, vu que ça fait 3 ans que Procabiol a été créé, ça fait un moment qu'on cherche du financement, ce n'est pas aussi simple. Alors, nous, on a estimé pour les 500 hectares, on a besoin d'à peu près 3 millions d'euros. Alors, il y a 2 possibilités, soit on fait un prêt, soit il y a une prise de participation. Un prêt pour une jeune entreprise, je pense que ce n'est pas ce qui est le plus conseillé. Mais en même temps, quand vous n'avez pas de fonds, enfin, quand vous n'avez plus grand-chose, ou bien quand vous ne produisez pas encore, quand vous n'êtes pas encore rentable, c'est difficile de trouver des fonds. Donc, nous, on est plutôt parti pour une prise de participation qui a des avantages parce que dans une prise de participation, le fonds, il impose un impact social, il n'y a pas que le rendement, et il prend aussi un risque. Voilà, donc c'est plutôt le deuxième volet qui nous intéresse. Et dans ce sens, on est en contact avec un processus de financement avec une banque de la place depuis 8 mois qui a un fonds qui investit dans des projets de développement durable. Alors, bon, ça je vais revenir après. Quels sont les critères d'investissement? Il faut démontrer que vous pouvez générer des revenus. Moi, je suis persuadé que Procabiol pourra générer des revenus à long terme et même déjà dès la première année assez conséquent. Ça, je l'ai prouvé au fond. Donc, le potentiel de croissance, je l'ai prouvé dans la mesure où ils sont des cultures pérennes. Donc, on est capable de prédire les revenus malgré le prix du cacao. Mais quand c'est certifié Fairtrade, il y a un minimum price. Donc, on sait que même dans 2 ans, on pourra avoir ce minimum price. Vu que c'est un minimum price qui est fixé, voilà, on le sait. Donc, ça, c'est un projet qui a un potentiel énorme. L'impact social aussi, la mesure on développe la zone rurale, on intègre un maximum de jeunes, les femmes sont intégrées. Là, on a pour objectif de créer un dispensaire sur place, de créer une école, de créer un fonds social pour tout ce qui est ABS, tout ce qui est allocation familiale. Donc, il y a vraiment, grâce au cash crops, on est capable d'avoir une réserve conséquente et de la prédire. Parce qu'on ne vend pas que des tomates. Si on vendait des tomates, c'est difficile. Mais un cacaoyer, il a une durée de vie de 25 ans, voire plus. Donc on est capable de dire, OK, les 10 prochaines années, dès qu'il est en production, on est capable de connaître la production par hectare et ainsi de quantifier quels pourraient être nos revenus vu que c'est certifié Fairtrade, vu qu'il y a un minimum price. Donc avec ça, on peut se permettre de créer un fonds social, de dire, OK, de le gérer et de le gérer dans le long terme. Donc l'impact social, pour moi, il est très accentué. La bonne gouvernance, localement, il n'y a pas de problème. L'équipe de Procabiol, c'est une équipe qui est qualifiée. Donc la bonne gouvernance sur le terrain, et puis au niveau de l'équipe, il n'y a pas de souci. L'environnement, il est durable. Pour le moment, oui. C'est comme partout en Afrique. On ne sait pas ce qui va se passer demain, mais à l'instant T, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc quand vous recherchez du financement, il y a un certain nombre de questions que j'ai mises là, que l'investisseur vous pose. Il aimerait savoir si vous êtes une PME, si vous avez des difficultés pour trouver l'argent, si vous êtes une coopérative. Et pour le moment, on va dire que Procabiol satisfait ou répond positivement à tous ces critères. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est par rapport au processus d'investissement? On a eu le premier contact avec le fonds. Ça s'est super bien passé. Ils sont intéressés par le projet. La chance qu'on a eue, c'est qu'ils avaient déjà des contacts au Cameroun. Et puis les membres de la coopérative, certains agronomes, avaient déjà travaillé avec eux. Donc pour nous, c'était plus facile. Et puis c'était une assurance pour eux. Donc ce contact, il a été fait, il n'y a pas eu de souci. La présélection a été aussi positive, ils ont compris le projet. On a donné les coordonnées GPS du site, ils ont vérifié que ce n'était pas un site protégé. Qu'on était propriétaire du site, qu'il n'y avait pas de problème, que c'est faisable. Par contre, le problème avec le fonds,
un fonds d'investissement ou une banque, quand c'est nouveau pour eux, ça prend plus de temps, ils sont plus prudents. Ils nous ont dit, le café, on sait en agroforesterie les rendements, le cacao, c'est encore en expérimentation. Voilà, c'est pas la même chose. Même si la science, les recherches ont montré que c'est rentable, parce qu'il y a eu beaucoup de papiers dessus, et puis on travaille avec quelques chercheurs qui ont écrit ce papier, qui ont fait des recherches là-dedans, dont on sait, on connaît le potentiel, on a une idée des revenus, vu que le fonds est là pour investir pour rien quelque chose, comme vous avez dit avant. Voilà, il y a un return, on attend un return, donc on sait qu'il y aura des returns. Donc, la compréhension basique du business, ça c'est bon. La sélection par rapport à la stratégie, ça aussi c'est bon. Alors, l'analyse détaillée sur l'opportunité d'investissement basée sur l'équipe, ça aussi c'est bon, ils connaissent bien l'équipe. Maintenant, les visites sur le terrain, il n'y en a pas encore eu. Le business plan, ils l'ont eu. Ils sont convaincus, mais vu qu'ils ne connaissent pas, pour eux c'est nouveau, c'est plus facile pour un fonds de travailler sur un modèle sur lequel il a déjà investi que de travailler sur un nouveau modèle. Donc là, actuellement, c'est pas que, je ne dirais pas aujourd'hui qu'on n'aura pas l'argent d'eux, mais ça fait 8 mois, on est encore dans le pipe. Donc on est dans le pipe, ils sont intéressés, mais on est dans le pipe d'investissement. Donc voilà, donc ça prend du temps. C'est pas facile. Alors, si je reviens, donc tous les autres points, vous voyez là, j'ai mis des vues pour les étapes qui ont déjà été acquises, qui ont déjà été faites, mais les autres étapes, on est encore loin. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre encore. Pour le projet, si je reviens en arrière, dans le projet, en fait, on a fait un compte d'exploitation sur 7 ans, et à l'année 4, il est positif. Et puis, quand on regarde la marge consolidée, à l'année 7, elle est très positive. Bon, je pense que c'est sur le marché aussi. Je pense qu'en Afrique, le risk return, il est assez exponentiel. Donc voilà, ça, je pense que vous êtes bien placé aussi pour le savoir. Donc, il y a un potentiel qui est énorme. Donc, quand on regarde le compte d'exploitation, ils ont vérifié les données du compte d'exploitation, c'est-à-dire les prix des produits qui sont revendus localement. Même on a été très conservateur, c'est-à-dire on allait au minimum price pour certains. On a été aussi conservateur au niveau du prix du cacao, donc ça reste toujours positif. Donc maintenant, il faut continuer à... Ça se trouve au Cameroun, la boîte elle est basée ici, à Genève et à Paris. Donc voilà, il faut trouver un moyen pour qu'ils se déplacent, pour qu'ils puissent finir le deal, ainsi de suite. Alors, en attendant, la solution qu'on a trouvée, on a trouvé une ONG à Genève, qui est basée à Genève, qui a été intéressée par notre projet, qui a trouvé que le projet il était innovant, qu'il était différent de beaucoup d'autres projets sur lesquels ils investissent, et qui a pu obtenir des fonds pour nous auprès de l'État. Donc ça c'est la première étape. Et puis ces fonds-là nous aident juste pour l'étape de production, donc pour assurer la base. Pourquoi l'ONG a été intéressée? Parce qu'elle a vu qu'on a un impact social, un impact économique, le projet il sera rentable, après on sera indépendant économiquement, et puis on pourra aider d'autres projets localement. Typiquement, on va créer, on a un projet villageois, on va regrouper par exemple toute la production de l'arrondissement chez Procabiol pour mieux vendre le cacao, par exemple. Et il y aura des jeunes qui vont habiter ce site, on a pour projet de construire des écoles, des hôpitaux, ainsi de suite. Au niveau de l'environnement, on fait tout ce qui est bio. Là, on reprend des arbres fruitiers, donc ce qui fait que les arbres qu'on enlève qui ne sont pas compatibles avec le cacao, on les remplace par les arbres fruitiers. Donc, on n'est pas là pour la déforestation. Donc, tous ces arguments-là ont motivé l'ONG à nous trouver du financement qu'on utilise actuellement. C'est clair que ce n'est pas les 3 millions d'euros dont on a besoin pour occuper les 500 hectares. Mais ça nous permet quand même d'avancer en parallèle, on recherche du financement et puis on avance avec le fonds. Donc, on est toujours à la recherche, mais on avance bien. Donc, c'est positif. Donc, moi, c'est ce que j'avais préparé. Maintenant, si vous avez des questions, naturellement, je suis à votre disposition. Merci Alexis et merci à chacun d'entre vous pour vos précieuses informations. Je invite maintenant
vous à poser des questions ou nous faire part de vos commentaires. Je demanderai, avant de poser des questions, de vous présenter très brièvement. Peut-être qu'on va prendre 3 questions. Oui, monsieur. Oui, mon nom c'est Karl Viertnes. J'organise une coopérative qui s'appelle Seeds Investments ici à Genève et on est focalisé sur l'Afrique. J'ai des questions à tous les 3. J'ai beaucoup de questions, mais je vais rester sur un seul qui concerne l'emploi. Donc je vais commencer avec monsieur Touron. Merci beaucoup parce que je vous suis totalement là-dedans. J'ai une question, c'est vous avez parlé de 3 millions. Combien d'emplois vous allez créer avec ces 3 millions? Combien il faut investir pour chaque emploi créé de ces 3 millions? Avec madame Petrezeyer, les fonds que vous allouez à ces 200 000 personnes dont vous avez parlé, quel est le salaire moyen qu'ils reçoivent par jour ou par mois ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qu'ils arrivent à sortir pour chacun des emplois qu'ils ont créés? Et puis, Madame El Masri pour l'OCDE, enfin pour le CNUSED, comment ça se fait que vous avez même pas parlé de création d'emplois ou de création d'emplois à valeur ajoutée? Parce que ça ne fait pas partie des critères dans lesquels vous êtes avancé. J'aime bien ce que vous faites, c'est pas là la question, c'est des commentaires de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur? Moi, c'est Kamina Stéphane, je suis étudiant en sciences politiques et j'avais une question pour monsieur Alexis. Ouais. Vous disiez que vous avez une coopérative d'à peu près 500 hectares et moi ma question se focaliserait sur comment se passe au niveau de la rémunération. Est-ce que la coopérative, c'est seulement vous qui embauchez les personnes ou vous prenez, on va dire, les terres des villageois et que vous leur donnez un salaire à la fin du mois ou comment est-ce que ça se passe au niveau de la rémunération? La 3e question, monsieur? Et moi, c'est Omar Diouf, je suis informaticien. J'ai 3 questions pour chaque intervenant. Pour Madame Ma, j'aimerais savoir tous les politiques vu le niveau de corruption en Afrique, est-ce que CNUSED a des retours sur sur les investissements ou bien les investissements mis en place? Comment vous évaluez en quelque sorte si les bénéficiaires finaux ces investissements ont un impact sur ces bénéficiaires finaux? Est-ce qu'il y a des outils et comment évaluer cela? Et pour M. Alexis, j'aimerais savoir aussi, parce que votre projet aussi m'inspire, parce que moi je suis d'origine sénégalaise, et d'autant plus que je viens du monde rural, et le constat que j'ai fait, c'est la même chose qu'aujourd'hui, là où j'habite, c'est le bassin arachidier du Sénégal. Tout l'arachide du Sénégal pratiquement est produit là-bas. Et ces dernières années, même les entreprises locales ont des problèmes à s'approvisionner parce que c'est les Chinois qui viennent s'implémenter même des machines pour décortiquer l'arachide dans les villages, et tout l'arachide vit le cultivateur à la fin de la saison des pluies. Il a besoin de l'argent, en quelque sorte, au début, il bazarde en quelque sorte son arachide à un prix qui n'est pas assez intéressant. Et à la fin, c'est le Chinois qui prend tout et qui va directement à l'aéroport, au port de Dakar pour embarquer ça vers la Chine. Et j'aimerais savoir, selon ton expérience, les conditions d'avoir des fonds, ces conditions-là, est-ce qu'il y a des intérêts pour pouvoir essayer d'organiser un truc similaire? Est-ce qu'il y a des intérêts à payer? Est-ce que ces intérêts, les charges financières en quelque sorte, pourront compenser ce que le cultivateur pourra gagner ou perdre? Et
la dernière question, c'est plutôt une suggestion par rapport à Madame Bertrand. Moi, je vois toujours la microfinance pas comme moyen d'aider, mais c'est un moyen de s'appauvrir davantage les pays africains, parce que je trouve le taux, certainement, selon la loi de la finance, il y a toujours une fonction décroissante entre le taux et le risque, mais je trouve le taux que je vois pratiquer sur le terrain des taux de 18%, 20%, même voire 20% avec les frais, parce que j'ai pas mal d'amis qui travaillent dessus. Comment on peut justifier qu'aujourd'hui la microfinance est une source pour aider les pays africains à s'en sortir de leur état actuel? C'est ça, mais voilà. Merci. Je vous laisse répondre, Madame Mercier. Oui. C'est là où vous convenez. Très bien. Alors, pour répondre à votre question, monsieur, alors, évidemment, la création d'emplois et surtout d'emplois à valeur ajoutée pour les populations locales. Alors, je ne suis pas rentrée dans tous les détails des politiques qu'on peut recommander et qu'on peut assister les pays à mettre en œuvre. Mais l'idée principale sur laquelle on se base, c'est que si un investissement est rentable, ça veut dire qu'il doit créer de l'emploi local. Donc sur ça, on va agir à deux niveaux. On va contrôler quelles sont les conditions d'entrée de la main-d'œuvre étrangère. Monsieur, par exemple, parlait d'entreprises chinoises qui rentrent. On voit dans beaucoup de pays, ou de n'importe quel pays d'ailleurs, on voit un investisseur étranger arriver avec sa main-d'œuvre à lui pour s'installer dans le pays. Donc pour ça, on va examiner déjà les conditions d'entrée de la main-d'œuvre étrangère et sur la base de ça, on va examiner aussi la situation de l'emploi local. C'est-à-dire, est-ce que les compétences qui sont requises par tel secteur d'investissement, est-ce qu'on a des compétences locales ou pas? À ce moment-là, il y a une mise en évaluation, il y a tout un tas d'outils à mettre en place que le gouvernement doit avoir la volonté aussi de mettre en œuvre. S'il a cette volonté-là, à ce moment-là, on va mettre en adéquation quels sont les talents locaux, quels sont les talents qui ne sont pas disponibles localement. S'ils ne sont pas disponibles localement, il y a des mécanismes à mettre en œuvre. À ce moment-là, par exemple, vous pouvez vous retrouver dans certains pays. Prenons un exemple, par exemple, au Maroc. Si vous arrivez au Maroc en tant qu'investisseur, vous allez dans un premier temps être autorisé à avoir pendant 2 ans des employés étrangers à certains niveaux de formation qui ne sont pas disponibles sur le marché local, à condition qu'au bout des 2 ans, ces personnes-là soient remplacées par de l'emploi local. Et ça, soit on met en place des formations sur le lieu de l'entreprise elle-même, soit l'entreprise contribue à un fonds qui va servir à mettre en place des formations. Et ce qui manque beaucoup aussi, c'est tout ce qui est formation tertiaire en fait. Il y a des mécanismes à mettre en place. Après, il faut toujours qu'il y ait de la volonté politique et de l'engagement. Bien sûr, ça c'est la base. Mais il y a plusieurs types de politiques qui peuvent être mises en place qui arrangent à la fois l'investisseur, au moins dans un temps transitoire, et également l'État à terme pour générer des revenus sans que lui, ça lui coûte forcément énormément en termes de dépenses, on va dire. Et puis l'idée aussi, c'est pas de conserver les emplois nationaux dans des emplois à basse valeur ajoutée. C'est absolument pas l'idée. L'idée, c'est de renforcer les compétences, d'où l'idée de ce fonds, par exemple, qui peut être financé par une partie des salaires des travailleurs étrangers, etc. Enfin, en tout cas, il y a tout un tas de mécanismes qu'on peut recommander selon la situation locale de chaque pays. Ensuite, par rapport à la question sur la corruption et la gouvernance, en gros, l'idée, c'est d'évaluer... Donc on va examiner la situation. Alors moi, pour expliquer plus précisément, je travaille dans la section des examens de la politique d'investissement. Donc on intervient à la demande d'un pays pour évaluer l'environnement global en se mettant dans la position d'un investisseur étranger qui va arriver dans un pays, quels sont les obstacles auxquels il doit faire face et quelles sont les législations et en pratique quel est le cadre institutionnel auquel il va devoir faire face. Et ça, on couvre tous les plans, travail, environnement, corruption. Et corruption, généralement, c'est tout ce qui touche à la création d'entreprises au début de l'opération. Ça peut intervenir aussi au moment de payer les impôts aussi. On va avoir aussi des cas de corruption où on va vouloir vous faire payer plus d'impôts que ce que vous devez en réalité parce que tout simplement parce qu'il y a l'opportunité. Et ça va intervenir aussi si vous avez un conflit juridique.
Donc admettons que vous avez un conflit, vous allez devant le tribunal, là ça commence un peu à poser problème. Alors tout au long de ces par exemple aussi au niveau de l'exportation, si vous voulez exporter ou importer un produit, bon, il y a aussi moyen de se retrouver face à des cas de corruption. Alors, première échelle, bien sûr, analyser la situation sur tous les plans. Deuxièmement, à la CNUSED, on a développé plusieurs outils de ce qu'on appelle le e-government. Donc l'idée, c'est de limiter les interactions avec les individus, limiter les interactions physiques avec les individus. Donc par exemple, en termes de douane, on a un système qui s'appelle, en français, c'est Sidonia, système de douane automatisé, où en gros, concrètement, tout va être informatisé, donc vous allez pouvoir suivre le process du produit du moment où il arrive dans le port jusqu'au moment où il part vers le pays étranger, et ça va éviter en fait des interactions trop importantes. Ensuite, on a des mécanismes accélérés de passage par les douanes, etc. Et on a aussi un mécanisme pour la création d'entreprises, et ça c'est également valable pour les entreprises locales, où en fait vous allez avoir un mécanisme où vous allez pouvoir créer votre entreprise en ligne. C'est un de nos programmes d'assistance technique. Vous allez pouvoir créer votre entreprise en ligne. Concrètement, vous avez extrêmement peu d'interactions et surtout vous avez un suivi de la personne qui est responsable de votre dossier et à quel moment ça a coincé. Et ça crée en gros, la personne qui vous a coincé le dossier devient aussi, comment dire, accountable, comme on dit en anglais, c'est-à-dire elle devient, voilà. Et donc, l'idée, c'est juste de simplifier le process et de rendre aussi transparent que possible. Après, bien sûr, ça fonctionne, par exemple, en termes de fiscalité, on recommande tout ce qui est les Advanced Tax Rulings, c'est-à-dire que vous sachiez avant combien à peu près vous allez devoir payer d'impôts et que ce document soit opposable à l'administration fiscale. Donc l'idée, c'est toujours de simplifier et de limiter les interactions pour éviter les risques en fait, de corruption potentielle. Et après, bien sûr, il y a d'autres politiques à mettre en place, mais celles-là qui sortent un peu du champ de compétences de la CNUSED directement. Voilà. Merci. Madame Steyer? Oui, donc je vais essayer de vous répondre en français. Donc il y avait deux questions. La première était sur les salaires. La deuxième question sur les taux d'intérêt en microfinance. Pour les salaires, effectivement, le microcrédit en soi, ce n'est pas un générateur d'emploi. Le micro-entrepreneur, normalement, c'est une activité qui ne va pas amener à la croissance d'une entreprise. Par contre, ce que dans le secteur de la finance pour le développement, et un grand thème en ce moment, c'est de financer les PME, les petites et moyennes entreprises, ce qu'on appelle le missing middle, comme mentionné plus tôt. Et effectivement, le grand thème là, c'est vraiment la création des emplois. Et ces PME, ils ont pas d'accès au capital parce qu'ils sont considérés trop risqués pour les banques locales ou trop petit intéressants pour les participations directes, les fonds et les entreprises de participation directe. Donc, il faudrait différencier entre microcrédit et ce qu'un microcrédit puisse faire et les PME. Et c'est vraiment les PME qui sont les générateurs d'emplois. Et c'est pour ça que tout le secteur de la microfinance, il grandit vers ce concept de PME, exactement pour cette idée de création d'emplois. Et vous êtes satisfait avec la réponse? Moyenne. on peut en discuter. Je voulais avoir des chiffres, mais bon. Les chiffres, je ne peux pas vous dire parce que les chiffres seraient collectionnés par les institutions avec lesquelles nous on travaille et ce n'est pas toujours systématiquement fait. La deuxième question, les taux d'intérêt, les hauts taux d'intérêt, c'est vraiment un des plus grands débats de la microfinance. Et l'histoire typique qu'on va vous donner, c'est que c'est très cher de fournir un petit crédit. C'est intense en main-d'œuvre. Donc, si vous faites des grands volumes ou des petits volumes, vous avez le même personnel, besoin du même personnel, mais ça vous coûte plus cher. Et si on compare avec des banques traditionnelles, c'est 10 fois plus cher de faire un microcrédit d'un crédit plus traditionnel. Donc ça, c'est l'argument principal. Après, il faut aussi voir, c'est vraiment très important de regarder cas par cas, et nous, on le fait. En Afrique, donc pour le fonds RECNIFA, effectivement, les rendements de nos partenaires d'investissement sont à peine
sustainable. Donc les rendements sont à peine un chiffre noir. Donc effectivement, dans cet argument, il y a une vérité. Deuxièmement, une entreprise qui chargerait des taux d'intérêt très hauts localement, à un moment donné, on attendrait que la compétition locale, donc les forces du marché, vont faire que cette institution, elle ne survivra pas dans ce marché. Donc ça, c'est les réponses à cette question. Mais c'est une question énormément importante. Et on a vu dans quelques marchés des rendements trop attractifs. Merci d'être monsieur Tour. Ok. Je vous remercie tout d'abord pour votre question. Donc, vous voulez savoir, pour chaque euro investi, combien d'emplois on crée? Ou si vous prenez 3 millions et puis chaque emploi coûte 300 €, donc vous créez 10 000 emplois. Ok, en fait, en général, ce qui se passe, c'est que pour chaque hectare, on a un employé. Donc, si on a 500 hectares, on va estimer à 500 employés. Puis il y aura 500 personnes dans l'avenir, une fois que les 500 hectares seront investis, qui vont habiter dans le site. Ça, c'est la généralité. Alors là-dedans, on ne tient pas compte de tout ce qui est élevage, tout ce qui est culture vivrière. Donc là, on ne tient pas compte des femmes qui vont faire, parce que le macabo, le manioc, ce n'est pas des cultures pérennes, il faut s'occuper des hectares comme le cacao. Alors, j'ai un exemple clair, c'est qu'au mois de mai, on a mis au sol pour 10 hectares de cacao. Il y a une équipe de 30 personnes. En plus de cette équipe, il y avait 10 personnes en arrière qui s'occupaient du nettoyage. Donc, il y aura des emplois temporaires qui sont créés, par exemple, les périodes de grande récolte. Il y aura des emplois fixes tout au long de l'année, pour le suivi, pour le nettoyage, pour l'entretien, et ainsi de suite. Mais nous, on a tablé à peu près pour 3 000 € investis, un emploi. Donc, en gros, il y aura 1000 emplois. Et 1000 emplois sans compter les emplois temporaires. Donc, le but vraiment est de générer un maximum d'emplois tout en gérant, tout en mieux gérant les revenus. Optimiser les ventes, donc essayer d'avoir un maximum de gains et puis essayer d'avoir un maximum de retours local. C'est ça en fait l'idée, l'esprit du projet. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc c'est vraiment saisonnier en fait. Oui, pas, ouais. Alors la deuxième question, c'était sur les terres. Ça c'est une question qui est difficile parce qu'en fait, il faut être honnête, en Afrique il y a deux options. Soit il y a une multinationale qui arrive, elle prend les terres, et puis elle donne l'argent aux populations, et puis après les populations n'ont rien à dire. Et puis voilà, et puis elle exploite comme ça se passe dans beaucoup de pays. Soit il y a des jeunes aussi qui sont motivés, qui disent ok, on pourrait le faire, nous, et puis essayer de faire différemment. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Donc nous, notre projet, c'est de se dire ok, on sait entre guillemets, humblement ce qu'on doit faire, c'est-à-dire au niveau technique. On sait d'où on vient, on doit ramener un maximum, on doit redistribuer un maximum de ce qu'on gagne localement. C'est pourquoi j'ai parlé avant d'école, c'est pourquoi j'ai dit localement on va essayer d'employer un maximum de jeunes pour éviter l'exode rural et donner un maximum d'emplois. Donc c'est pas, et c'est pourquoi j'ai parlé aussi de finances rurales, parce qu'il y a un fonds social, donc chaque année il y a les revenus, parce que si c'est pas vous qui le faites, il faut être sûr, quelqu'un d'autre va le faire. Donc si vous avez l'option entre donner une multinationale qui va venir, qui va le faire, et puis entre guillemets, elle est là juste pour exporter ses beans du cacao, et puis il n'a pas la même conscience. Je ne dis pas que toutes les multinationales sont ça, mais en réalité, en général, c'est ce qui se passe. Donc c'est ça, donc l'idée en fait, c'est chaque année, on a prévu dans notre business plan, je ne sais plus, il y a un slide dessus, on a prévu chaque année de reverser. Ouais. C'est ça. Donc on a prévu en fait, dans notre business plan, un certain montant, je pense ça doit être de l'ordre de 10 000 €, de 10 000 € qu'on doit reverser chaque année aux populations. Donc c'est prévu en fait dans notre compte d'exploitation. Donc c'est prévu de reverser chaque fois, chaque année quelque chose. Et comment ça se partage? Je prends par exemple l'exemple d'un paysan qui a 10 hectares et qui vous donne ces 10 hectares, et un autre qui a 5 hectares et un autre qui a 2 hectares. Comment vous redistribuez? En fait, les terres n'appartiennent pas aux paysans, les terres appartiennent aux membres de la coopérative. C'est pas la même chose. Donc en fait, ce qu'on reverse aux populations, c'est juste, voilà, c'est du social. C'est pas parce que les populations sont propriétaires des terres. Les terres, elles appartiennent à l'État qui nous les donne,
Après, nous, on décide de reverser quelque chose aux populations. Donc, les populations ne sont pas propriétaires des terres. Oui, ça c'est très important, peut-être je n'ai pas mentionné. Les terres, elles sont étatiques. Elles n'appartiennent pas aux populations. Elles appartiennent... Écoutez, quand l'État donne les terres à une multinationale, elles appartiennent à une multinationale. Elle n'est pas obligée après de reverser quelque chose aux populations. C'est la même chose. Donc, ce n'est pas des terres qu'on est venu exproprier aux populations, et puis non, c'est des terres, ça a été fait légalement, correctement, qui appartenaient à l'État, que l'État est en train de nous donner. Donc nous, après, on se dit, ok, on fait un projet dans cette zone, dans ce village, mais on redistribue quelque chose. Oui. Donc, je vais juste reprendre la question sur l'arachide. Votre question, c'était sur comment est-ce que... C'est bon, j'ai répondu, au fait? Oui, c'est bon. Ok. C'était de savoir comment est-ce que vous pouvez avoir accès au financement et puis aussi optimiser les ventes, c'est ça? Parce que les Chinois, ils exportaient... Aux charges financières pour obtenir un financement. Ok. Et par rapport aux gains escomptés. Dans le cas du cacao, attendez, aux gains escomptés par rapport à votre business ou par rapport... Par rapport à votre expérience. Ok. Dans le cas du cacao, nous, ce qu'on est en train de faire, comme j'essaie d'expliquer avant, on va faire du fair trade. Fair trade, il y a un minimum price. On fait du bio. Donc, on a un guillemets, on sait au minimum combien est-ce qu'on pourrait gagner par hectare. Ça, c'est un calcul qu'on a fait au préalable. Maintenant, après, il faudrait que le suivi soit correct, il faudrait que ce soit bien fermenté, et ainsi de suite. Donc, à la fin, il faudrait avoir une certaine qualité de fève. Avec cette qualité-là, on a une idée des revenus. On sait qu'on va avoir des revenus qui sont corrects. Et puis, l'avantage qu'on a aussi, on ne va pas passer par un middleman, on va vendre directement au chocolatier. C'est ce qu'on est en train de créer, en fait. Donc, c'est une vente qui est directe. On va au chocolatier qui est directement en Suisse ou en Belgique. On ne va pas vendre à Cargill qui va revendre. C'est ça l'idée du business model. Donc c'est pourquoi, dans l'avenir, on est aussi en train d'ouvrir, avec des copains ici, on est en train d'ouvrir une structure qui va aussi s'occuper de ça. Donc, je pense que les ventes vont être optimisées. Avec l'idée de cette structure, de ramener aussi un minimum, un maximum aux producteurs. Vu qu'il n'y aura pas toutes ces chaînes où il y a les intermédiaires, et ainsi de suite. Donc c'est ça l'idée. Maintenant, dans le cas des arachides, j'avoue que je ne m'y connais pas trop, mais dans le cas du cacao, on est en train d'essayer d'optimiser la supply chain. Ok, maintenant l'autre question par rapport au financement. Les charges. Ok, le financement qu'on a obtenu, c'est un financement étatique. C'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas de charge. Pourquoi? Parce qu'il y a un volet qui est social là-dedans. C'est-à-dire, nous, on a investi les 150 000 € qui ont été investis des fonds propres. Nous, on a mis notre argent dedans. Pendant 3 ans, voilà, on est arrivé à un point où ça a avancé. On s'est dit, OK, il faut maintenant que les gens entrent pour que le projet puisse avancer plus rapidement et puis qu'on puisse être plus structuré. Donc, pour le moment, le financement qu'on a, il n'est pas énorme, mais c'est un financement qui permet aux gens de travailler, mais ce n'est même pas le dixième du 3 millions d'euros. Donc, vu qu'il y a un volet social dans le projet, et que cette ONG a une base au Cameroun, ils font le suivi, ils savent que les femmes travaillent, qu'on donne l'emploi aux femmes, ils savent que il y a des jeunes qui habitent, qui travaillent, ainsi de suite. Donc voilà. Mais après, c'est clair que le financement avec le fonds, ou bien peut-être symbiotique, ça va être autre chose. Ça va être un autre tour. Donc ça va être autre chose, ça ne sera pas la même chose en fait. Donc voilà. C'est un peu ça l'idée. D'accord, merci Alexis. Il reste quelques minutes avant la fin de la conférence. On a le temps pour une ou deux questions. Soyez très brèves dans votre question aussi, vos réponses. Monsieur, ouais. Merci. Monsieur Jacques Henry, je suis étudiant ici à l'Université de Genève et je suis en archéologie, totalement à gauche. La question s'adresse d'abord à Madame Maher. Vous proposez des créer un environnement pour que les entreprises puissent s'installer globalement, si je vous ai bien suivi. Et concernant surtout la formation des cadres pour la relève au sein des entreprises, est-ce que vous incitez directement ces entreprises à pouvoir recruter des jeunes, pas des jeunes, mais des étudiants, des cadres sur place? Je prends le cas pour le Sénégal de la filière Teranga Gold, qui, sur instruction spéciale du président, a dû recruter, accepte chaque année de former des géologues sénégalais étudiants à l'université de Cheikh Anta Diop. Et la deuxième question, c'est pour Madame Petra. Je voudrais savoir quelle est votre visibilité réelle sur le terrain. Vous êtes présent dans une vingtaine de pays.
Mais pour des étudiants qui sont ingénieurs dans des écoles polytechniques là-bas, qui ont des idées de création d'entreprise, mais qui ne savent pas où trouver des fonds, quelle est votre visibilité réelle pour ces personnes-là? Merci. Deuxième question. Monsieur, je me nomme Jean Moreau, je suis comptable de formation. Je n'ai pas une question spécifique, mais j'aimerais présenter ma situation de gestion d'un business en Côte d'Ivoire. Et dans cette explication, je vais interpeller la CNUSED, le frère du Cameroun qui fait du bio, et puis aussi le moyen de financement. Rapidement. Depuis ici, j'ai une entreprise sur place qui fait de l'élevage, c'est-à-dire des poulets et autres. Je viens d'étendre maintenant au lapin. Et il y a quelques mois, j'ai sollicité la BAD, la Banque africaine de développement. J'ai sollicité l'Union africaine, parce que j'ai démarré il y a 3 ans avec 200 poulets, je suis à 2700 actuellement. Je vais étendre l'élevage du poulet à 7000, 8000, faire aussi, avoir un incubateur pour produire des poussins, afin de distribuer, de vendre dans la sous-région. Je note au passage que sur le marché, sur la section des volailles en Afrique de l'Ouest, à peine 10 à 20% sont satisfaits. C'est-à-dire qu'il y a plus de 80% de volailles, de viande à satisfaire pour la population. Vous savez aussi que d'ici 2050, l'Afrique va connaître un boom démographique. Et donc, beaucoup, comme nous voyons actuellement dans les mers, beaucoup de jeunes vont venir encore mourir dans les mers. Donc la question est de savoir, nos institutions, l'Union africaine, la BAD, Banque africaine de développement, ne soutiennent pas les projets. Ça fait des mois, je les demande, il n'y a pas de suite. La CNUSED, vous qui êtes à l'ONU, vous qui travaillez pour les Nations Unies, clairement, qu'est-ce que vous faites pour soutenir les structures en place? Parce que les emprunts au niveau des banques, quelqu'un l'a souligné, le taux d'intérêt est intenable. Les banques, les micro-projets, on n'en peut plus. Au niveau de l'extérieur, je suis en Suisse depuis 17 ans, j'ai étudié ici. On ne voit pas les structures réelles comme l'État, la Confédération suisse pour soutenir les entités privées. Ça ne se voit pas. Alors qu'on convient tous que si les jeunes qui meurent dans les eaux ont de quoi se nourrir là-bas, ils ne mourraient pas dans les eaux. Donc ma question est de savoir, d'un côté, le frère du Cameroun, parce qu'en Afrique on appelle tout le monde frère, je viens de la Côte d'Ivoire que l'autre vient du Cameroun, ça s'appelle frère, se lancer dans le bio. Et donc l'objectif est clair, c'est de vendre à l'extérieur. Je n'ai pas encore vu un chocolat bio à ce jour. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous animez? Est-ce que c'est des jeunes de la diaspora camerounaise qui sont allés s'installer au Cameroun pour ce projet, ou l'idée est venue comme ça, un projet simple? Et puis, pour le financement, quelles sont les structures réelles? Est-ce qu'il y a un website, un site internet? On peut avoir des structures, comme j'ai vu tout à l'heure sur un slide, pour le soutien, pour les demandes au vu du business plan, pour soutenir les entreprises au niveau local. Merci. Merci beaucoup. Une question à M. Tour. Je vous laisse répondre très clairement, s'il vous plaît. La réponse elle est très simple, c'est qu'il y a du bio. Il y a même beaucoup de bio. Le marché du bio il est croissant. Le bio c'est l'avenir dans le cacao. Si vous allez à la COP, à Micro, partout, simplement le bio en Afrique, il n'y en a pas encore assez. Mais en Amérique du Sud, vous allez à la COP, à la place, vous allez trouver plein de bio. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est le marché d'avenir en fait. D'accord, merci. Et Madame Catherine, très précisément. Alors, par rapport à la question de monsieur sur la formation, alors, il faut bien comprendre que pour qu'une politique d'investissement, je parle du point de vue de l'État, parce que des règles qu'il va mettre, pour que ça réussisse, il faut qu'il y ait une volonté politique. C'est la base. Sans ça, vous n'arrivez à rien. Donc s'il n'y a pas de volonté politique, vous pouvez mettre en place toutes les règles que vous voulez, elles ne seront jamais appliquées et ça ne marchera pas. Si derrière vous avez une volonté, ce qui se passe, c'est qu'en termes de formation, rien n'interdit à un pays, c'est d'ailleurs ce que font des pays comme la France ou même la Suisse, de restreindre l'accès au marché du travail aux étrangers à un petit nombre de professions que son marché local du travail n'est pas capable de produire.
à l'instant où on parle, cette liste doit être évolutive. C'est pas du tout... et on peut mettre en place des politiques. Ou bien, comme je disais à monsieur, il y a des mécanismes de financement de formation spécifiques sans pour autant que l'État ne doive dépenser de son budget. Par exemple, si on prévoit qu'une part du salaire de tous les employés étrangers, alors il ne s'agit pas de les priver de leur salaire, hein, attention, on parle de parts qui sont raisonnables, mais devront aller dans un fonds de formation dédié aux nationaux. Encore une fois, comme je dis, il faut qu'on ait envie que ça tienne pour que ça fonctionne. Donc il y a beaucoup de mécanismes à mettre en place. L'idée, voilà, qu'on oblige un investisseur étranger à recruter les locaux, c'est parfois très bien à condition, parce que, attention, il y a aussi des situations où on oblige, et en fait, les personnes ne sont pas sur le marché du travail. On n'a pas. Donc, en gros, l'investisseur se retrouve avec un projet qui est non fonctionnel. Donc, il y a tout un travail d'évaluation, d'analyse avant de mettre en place des politiques qui doit être fait par le pays en question. Et pour ça, il y a des organisations qui peuvent aider à mettre en place ce genre de politique. Par rapport à ce que monsieur disait par rapport à l'entrepreneuriat, alors la CNUSED n'est pas un bailleur de fonds. Nous, on intervient par de l'assistance technique. On n'est pas du tout un bailleur de fonds. Et il est vrai que bon, la Banque africaine de développement, etc., vont financer des méga projets d'infrastructure avec des garanties, etc. etc. Donc, je ne sais pas s'ils ont des fonds pour des projets petits. Très sincèrement, je suis ignorante sur le sujet, je ne sais pas. Après, encore une fois, et ça c'est une question qui est revenue souvent, comment financer un investissement, comment une entreprise, le rôle de la microfinance, etc. Là encore, il y a des politiques à mettre en œuvre pour créer un cadre de l'entrepreneuriat. Alors, la première base, c'est est-ce que les entrepreneurs ont un accès au financement? Alors, il y a des pays qui soutiennent l'accès au financement de leurs entrepreneurs selon la taille du projet, en se portant garant auprès de banques pour des prêts, ou bien en fournissant eux-mêmes les fonds pour le démarrage des opérations, avec des taux d'intérêt qui sont réduits, avec un étalement des remboursements, etc., qui est plus intéressant que celui du secteur privé, etc. À côté de ça, il faut s'assurer que tout le monde n'a pas l'âme entrepreneuriale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi admettre, c'est que il faut former ces gens-là à savoir faire un business plan, à savoir. Et ça a parfois été le problème de la microfinance, c'est que au départ, on n'était pas sûr que les gens avaient la capacité de tenir sur le long terme une entreprise, et ça leur créait d'autant plus de problèmes parce qu'ils se retrouvaient endettés sans avoir rien créé en fait. Donc, par exemple, là, en termes d'exemple, la CNUSED a un programme qui s'appelle Mpretec. Alors, Mpretec vient d'être lancé au Cameroun il y a quelques semaines. L'idée, c'est nous, on forme des formateurs. Donc, ça coûte pas cher à l'État. On forme des formateurs qui vont à leur tour aller se déployer et aider des petits entrepreneurs locaux à est-ce que oui ou non vous avez l'âme entrepreneuriale? Est-ce que oui ou non vous savez tenir un bilan comptable? Est-ce que oui ou non votre business plan tient la route? Est-ce que ça vaut le coup pour vous d'aller demander du financement et de vous endetter jusque-là alors que concrètement ça ne tient pas? Il y a aussi tout un problème de capacité derrière l'entrepreneuriat qu'il faut aussi prendre en compte. Donc ça, c'est un programme qu'on a, on l'a développé dans beaucoup de pays, notamment africains, et ça marche extrêmement bien. C'est quelque chose qui a beaucoup aidé, ça a notamment été ça a beaucoup de résultats positifs, par exemple dans des pays comme Panama, ou même à Maurice, par exemple, ça fonctionne extrêmement bien. Donc il y a des petites techniques comme ça. Après, à côté de ça, vous avez tous un système où il faut mettre en place une politique entrepreneuriale. Comme je disais, l'accès au financement, des systèmes d'incubateurs pour que les entrepreneurs entre eux puissent, que ça crée une pépinière d'idées qui est un système d'émulation. Ça, par exemple, il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui financent des programmes d'incubateurs pour accompagner les entrepreneurs. Il y a aussi, par exemple, des pays qui ont mis en place des mécanismes de financement avec la diaspora. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez faire en sorte que la diaspora qui habite à l'étranger, au lieu que juste elle envoie des fonds par Western Union ou par MoneyGram ou ce que vous voulez, que ça puisse aller dans des fonds qui vont servir à l'investissement, dans des petites entreprises par des entrepreneurs locaux.
il y a tout un tas d'idées. Là, bien sûr, je ne peux pas tout reprendre entre toute la politique d'investissement et toute la politique d'entrepreneuriat, mais il y a beaucoup de choses à faire. Encore une fois, à la base, volonté politique et surtout identifier les bons interlocuteurs. En Côte d'Ivoire, vu le développement de l'investissement là-bas, regardez auprès des bailleurs de fonds peut-être bilatéraux en fait. Peut-être que vous pourrez trouver quelque chose et peut-être que le gouvernement a développé une politique de l'entrepreneuriat. Je ne connais pas la Côte d'Ivoire, je n'ai pas travaillé sur ce pays, mais voilà. Merci. Madame Seyer, vous avez un commentaire à ajouter en 2 minutes? C'était juste la question sur la visibilité réelle sur le terrain, donc c'est très bref. Nous, on n'investit pas directement dans des jeunes entrepreneurs, ce serait à travers des banques, ONG, coopératives locales qu'on finance. Donc on va sélectionner des institutions qui ont des projets dans lesquels on croit, ou il y a de l'assistance technique qui va travailler avec le management local pour identifier des produits comme les financements pour des jeunes entrepreneurs. Donc ça, c'est la réponse toute courte. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et aussi j'aimerais remercier nos 3 intervenants pour leur expertise et leur temps. Juste pour, si vous êtes intéressé à visiter notre site Africa 21, je vous invite à prendre un des flyers si ce n'est pas déjà fait, à regarder un peu les différents projets. Et dans le cas où vous êtes intéressé à devenir membre, vous pouvez contacter Julien et il vous donnera toutes les informations. Merci beaucoup.